Camarades, Daniel Tanuro est connu sur le plan international comme l'un des militants écosocialistes des plus en pointe. Notamment, il est l'auteur du livre « L'impossible capitalisme vert ». En 2011, il a été primé par Inter-Environnement Wallonie pour ses recherches et ses écrits écosocialistes. Militant de longue date à la LCR-SAP, il est aujourd'hui pousseur de liste à la Chambre pour les listes PTBGO à Namur. Daniel. Merci, bonjour à tous et à toutes. Ça chauffe ici, c'est le réchauffement. Non, il y a un copain récemment qui m'a dit, écoute Daniel, tu dois faire un effort pour mettre de l'humour dans tes meetings, c'est morbide tous tes machins. Alors je vais essayer. Nous allons droit dans le mur. Le système capitaliste est en train d'amener l'humanité droit dans le mur, vers une catastrophe écosociale. Le problème, c'est que ça ne vous fait pas rire. En fait, c'est très sérieux, vous avez raison de ne pas rire. Vers une catastrophe écosociale dont l'ampleur est telle que nous ne parvenons pas à l'imaginer. Et c'est d'autant plus difficile que cette catastrophe, elle est doublement différée. Elle est différée dans le temps et elle est différée dans l'espace, vers les pays les plus pauvres de la planète. À l'heure actuelle, au rythme actuel d'augmentation de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, la hausse de la température du globe d'ici la fin du siècle ne sera pas de 2 degrés centigrades comme disent tous les journaux, ou de 3 ni même de 4, elle sera de 6 degrés. 6 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Une des conséquences d'un tel réchauffement, c'est la hausse inévitable et irréversible du niveau des océans. Pourquoi inévitable et irréversible? Pour une raison que les capitalistes et les gouvernements ne comprennent pas, mais que vous comprendrez et qu'un enfant comprend. Si vous prenez un glaçon dans le congélateur et que vous le posez sur cette table, vous avez la certitude que irréversiblement et inévitablement, au bout d'un certain temps, la glace sera transformée en eau. Le seul moyen de rendre ce processus réversible, c'est de reprendre la glace et l'eau fondue et de les remettre dans le congélateur. C'est la même chose pour le globe. À une différence près, il n'y a pas de congélateur. La seule congélation possible, c'est une nouvelle période de glaciation, comme il y en a eu 4 dans l'histoire récente du globe. Mais selon les astrophysiciens, pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Cette prochaine glaciation arrivera au plus tôt d'ici 30 000 ans. Alors, on a le temps d'attendre. Ce sera long, surtout vers la fin, comme disait Einstein. Alors, les imbéciles, ils posent systématiquement la question, oui, mais ça prendra combien de temps, cette hausse du niveau des océans de 12 mètres environ? Et là, la réponse, elle n'est pas évidente. 1000 ans, maximum 2000 ans, et les imbéciles de répondre, on a tout le temps. En effet, messieurs, dames, les imbéciles, vous aurez tout le temps de voir monter le niveau des mers. Et vos descendants et les descendants de vos descendants également. Ils auront tout le temps. Et il y a des gens pour qui ça fera beaucoup de pognon, tout ça. Le système le secteur des bâtiments, transport public, il a devant lui 2000 ans de commandes d'infrastructures, de digues et autres, pour faire ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. C'est sans doute ce qu'on appelle le développement durable des profits sur le dos des besoins des populations. Il y a une autre question dont la réponse est évidente. Qui va payer les frais d'une telle situation? La réponse est évidente parce que dans un système basé sur l'exploitation, l'oppression et l'exploitation des travailleurs, des travailleuses, des jeunes, des femmes, des indigènes, des petits paysans, des populations opprimées, des nations opprimées, c'est évidemment les petits qui vont payer les pots cassés de cette situation. Et ils seront nombreux. D'ici la fin du siècle, et là on ne parle plus de millénaires, d'ici la fin du siècle, il est parfaitement probable que la hausse du niveau des océans atteindra 1 mètre. Il y a 10 millions d'Égyptiens et d'Égyptiennes qui vivent en dessous d'1 mètre d'altitude. Il y a 20 millions de Bengalis, 30 millions de Chinois, 1/4 de la population du Vietnam. On va les mettre où, tous ces gens-là? De quoi vont-ils vivre? Quelles seront leurs ressources? Qui va s'occuper d'eux? C'est une véritable catastrophe, je le répète, dont l'ampleur est telle qu'on ne parvient pas à l'imaginer. Cette catastrophe, nous en sommes à la LCR intimement persuadés.
le système capitaliste est incapable de l'empêcher, strictement incapable, parce que ce système implique inévitablement le productivisme. La quête du profit implique la croissance ininterrompue et le productivisme. Et que le cœur de ce système est justement bâti sur le secteur des énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Si l'on voulait avoir une chance sur deux de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés Celsius, il faudrait que 4 cinquièmes, vous comprenez, des réserves connues de combustibles fossiles restent sous terre et ne soient jamais brûlées. Il est bien évident que ces réserves, elles appartiennent à des groupes capitalistes, à des États capitalistes. Et tous ces groupes capitalistes et ces États veulent les exploiter jusqu'à la dernière goutte de pétrole, jusqu'à la dernière tonne de charbon, jusqu'au dernier mètre cube de gaz. Rien ne peut les en empêcher, rien si ce n'est la mobilisation des peuples. Et c'est à cette mobilisation que nous devons nous atteler. C'est pour ça que nous disions à l'LCR, il faut une solution écosocialiste. L'écosocialisme, c'est 3 choses. C'est d'abord un projet de société, socialiste bien entendu, le nom le dit, mais qui tienne compte des limites des écosystèmes. C'est deuxièmement une stratégie pour aller vers cette société alternative en satisfaisant à la fois les besoins sociaux et les besoins écologiques. Et c'est enfin, troisièmement, une révolution culturelle qui concerne chacun de nous. En finir avec l'idéologie de la domination sur la nature. En finir avec l'idéologie du développement sans fin des forces productives. En finir avec l'idée qu'on va pouvoir artificialiser tout le fonctionnement des écosystèmes. C'est ça une stratégie écosocialiste, c'est ça un projet écosocialiste, c'est ça une culture écosocialiste. Jusqu'il y a peu de temps, nous étions bien isolés à parler d'écosocialisme. En fait, il n'y avait que nous. Et maintenant, depuis 2-3 ans, on se presse au portillon. Depuis 2-3 ans, parce que de l'autre côté du Kievrin, comme on dit, dans le grand hexagone, Jean-Luc Mélenchon et son parti de gauche ont adopté un manifeste pour l'écosocialisme. C'est un document intéressant, mais c'est un document qui, de notre point de vue, ne va pas jusqu'au bout pour tirer les conclusions radicalement anticapitalistes qui s'imposent face à l'urgence de la crise écologique et sociale. Mais c'est un document intéressant. Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans notre pays, les groupes politiques qui, ici, veulent faire du copier-coller à partir de la France font pire que l'original. On connaît ça pour nous-mêmes. Nous devons balayer devant notre propre porte à la LCR à cet égard. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui se bousculent au portillon de l'écosocialisme dans cette campagne électorale, mais pas un seul de ces groupes ne demande ce qui est absolument indispensable pour le début d'une solution, à savoir l'expropriation du secteur de l'énergie, sa socialisation sous contrôle démocratique pour avoir les moyens technologiques et financiers de réaliser la transition énergétique. Alors certains parmi ceux-là nous critiquent et nous disent « Qu'est-ce que vous faites, vous, les écosocialistes de l'LCR, d'aller vous accoquiner avec ces productivistes staliniens du PTB ?» Mais il y a une affiche de la campagne du PTB, et je constate qu'elle n'est pas mise au mur ici, je le déplore, qui dit « Si le climat était une banque, il serait sauvé. » Et effectivement, camarades, si le climat était une banque, il serait sauvé. Et nous n'avons pas honte, en tant qu'écosocialistes, nous n'avons pas honte de nous retrouver dans ce combat avec les camarades du PTB, parce que eux, ils demandent la socialisation du secteur de l'énergie, parce que eux, ils demandent des entreprises publiques d'isolation-rénovation du bâti, parce que eux, ils demandent une politique audacieuse d'investissement dans le secteur public des transports, etc. Ça, c'est de l'écosocialisme concret, même si le terme écosocialiste n'est pas partagé par nos camarades du PTB. Les élections ne sont qu'un moment, la lutte continuera bien au-delà, et nous sommes tous et toutes conscients du fait qu'elle est particulièrement difficile. Elle est particulièrement difficile parce que celles et ceux à qui nous nous adressons en priorité, les travailleurs, les travailleuses, ont le nez dans le guidon des problèmes quotidiens
qui sont des problèmes économiques et financiers, et qu'il est donc extrêmement difficile de les amener à comprendre que l'urgence écologique est aussi grande que l'urgence sociale. Il y a donc un gigantesque travail d'éducation permanente à faire dans les associations et en particulier dans le mouvement syndical pour que ces revendications écosocialistes concrètes qui satisfont à la fois le problème du chômage et le problème du climat trouvent leur chemin, parce que quand les idées s'emparent des masses, comme disait le vieux barbu du 19e siècle, elles deviennent des forces matérielles. Travaillons ensemble à faire de l'écosocialisme une force matérielle, camarades.